Taranatatou. Alors, quelques mots en langue vernaculaire que je traduirai par la suite. Ananhei wa tamau tatou to tatou to tatatou hatua te ye mahana te ye peupeu amatara toto taria. Fatura whenua I mua I te parau o te taura wheti. Te ie te tumu parau o ta tatou rurura I mai hoi mahana. Nā mua roa I ta u vauvaura, I roto I te ie tau whiwhi. Te hina aro nei iau e whātai tō u, ora e here mure ore, o te mau upu wheti I tō pāha nei I roto I te ati. A whaari mai te tāpa o te aroha, o te pupu whenua ora. Salutations à tous. Hier, il y a eu une invitation à attacher nos ceintures pour un décollage. Aujourd'hui, je vous propose d'ouvrir nos oreilles. Je me joins aux remerciements présentés depuis le début de ce colloque par les intervenants, aux organisateurs. Avant mon intervention, je voudrais adresser aux familles touchées par la pandémie ma compassion fraternelle et celle aussi compassion du regroupement Whenua. Whenua est un regroupement de près de 50 souches familiales terriennes. Faut-il, au stade de mon intervention sur la promotion d'une gestion familiale des terres polynésiennes indivises, après une journée et demie de discussion, faut-il revenir sur l'attachement culturel et généalogique des Polynésiens à leurs terres? Faut-il confirmer les avancées constitutionnelles, l'article 74 de la Constitution de 58, pour la protection de notre patrimoine foncier, les avancées statutaires, la loi organique 2004 modifiée qui définit le domaine public foncier, les biens vacants sans maître, le rétablissement d'une juridiction foncière. Faut-il se prononcer sur les principes jurisprudentiels, partage par souche, propriété du lagon, les réformes législatives, droit de préférence, SOULT, qui ont été abordées? Ou faut-il soutenir les voies alternatives de résolution de conflits des terres, médiation, processus de retour des terres sans maître par loi de pays, entitrement? Faut-il présenter l'exposé sur la promotion d'une gestion familiale des terres polynésiennes indivises, c'est le titre de mon intervention, comme le fondement d'une source de sécurisation de la gestion des terres maori? À ce stade de mon intervention, de cette entame, je voudrais préciser que la notion de terre polynésienne indivise, comme c'est le titre de mon intervention, est une dérive de la traduction de l'organisation foncière sociétale en Polynésie. En effet, en tradition polynésienne, maori, l'indivision est la possession familiale en commun. Les biens indivis sont appelés biens communs, biens collectifs, terres de famille, fofa amui, whenua wheti. Ces biens sont dans le même état d'esprit que l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme, je cite, « La propriété étant d'un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé ». Ces biens en Polynésie sont des biens inaliénables et étaient imprescriptibles, sauf en cas de guerre. Alors, mon intervention sur la promotion de la gestion collective familiale des biens ancestraux polynésiens ne reformulera pas tous les développements de la propriété foncière à l'épreuve des liens de parenté si bien développés et brillamment développés depuis une journée et demie. En revanche,
Mon intervention, il convient de le dire, il convient de savoir, pour ne pas ignorer, pour ne pas obérer, que sur cette thématique de la terre en Polynésie qui nous préoccupe, il y a le sujet de la souffrance, des conflits, des incohérences, des erreurs, des abus, des manipulations, des enjeux. Et il me semble insensé que l'organisation d'un colloque sur le foncier puisse obérer manifestement ces états de fait. Le sujet foncier à l'épreuve de la parenté présente également des paradoxes, et il faut le souligner. Le paradoxe de la grandeur en nombre des masses successorales. Lors d'un colloque aussi sur le foncier en 2008, Tamatoa Bambridge établissait ce paradoxe en disant « Les co-indiviseurs sont très nombreux, sans pour autant toujours être en situation conflictuelle. » Autre paradoxe, l'indivision au sens de l'article 815 du Code civil, à l'instar de la gestion collective des biens ancestraux, fait émerger dans les familles au Poufeti une gêne de demeurer co-indivisaire d'une terre et dans le même temps une quête de racines identitaires pour la récupération de droits ancestraux. Alors voilà, on est gêné d'être co-indivisaire, mais en même temps, on va se revendiquer du même tupuna. Ainsi, la propriété foncière à l'épreuve des liens de parenté apparaît inextricable. L'indivision qui jadis marquait un lien familial, aujourd'hui divise et devient le terrain d'opposition, de revendication à une filiation, à un tupuna, un ancêtre, et des rattachements à une terre. Un titre journalistique en 2020 est très parlant. Il intitulait un article « Foncier, retrouver un terrain d'entente ». Pour ma part, moi, je n'utiliserai pas la tribune de ce colloque à plaidoyer vers une recherche de responsabilité de telle ou telle autorité, à illustrer la complexité des affaires de terre en Polynésie. En revanche, au titre du regroupement Whenua-Ora que je représente, regroupement des familles terriennes, souches terriennes, je pose des actes dans ce colloque pour faire la promotion de la gestion collective familiale. Premier acte, cette gestion communautaire des terres familiales par conseil de famille. Ce sera le premier acte que je poserai. Le deuxième acte, la promotion d'une organisation sociétale refondée. Intéressons-nous au premier acte. Cette gestion communautaire des terres ancestrales familiales par un conseil de famille. Regardons d'abord cette gestion communautaire collective des terres, puis le conseil de famille. Alors qu'est-ce que c'est? La gestion communautaire des terres ancestrales. C'est la notion d'occupation par toutes les familles polynésiennes, souches terriennes, de tous les biens laissés par le tupuna. Quels sont les bénéfices attendus? Une occupation immédiate, dans la continuité de la transmission des dits biens à la communauté de vie du dit tupuna, sans aucun frais, voire avec des frais très réduits. Ni notaire, ni enregistrement, ni encore moins avocat, tribunal. Une occupation sur simple titrement, dans la mesure où ces titres sont référencés. Quel est l'esprit? Quel est l'esprit de cette gestion communautaire? Eh bien, un esprit d'occupation fraternelle, un esprit de famille. En introduction du colloque, nous avons bien apprécié, mon cousin François et moi, sur voilà, la terre, comment vivre la famille autour de la terre. Eh bien, c'est cet esprit-là dans la gestion communautaire de nos biens ancestraux. Vivre en paix.
vivre en paix sur la terre maori. Concrètement, comment un potentiel bénéficiaire pourrait accéder à occuper la terre ancestrale? Eh bien, par sa filiation. On a vu hier toute l'importance des généalogistes et aussi les difficultés à réunir la chaîne de généalogie, mais par la filiation, le bénéficiaire peut prétendre à occuper, à s'installer sur la terre. Et le bénéficiaire, quand bien même il serait aussi fa'amu. Il convient aussi d'avoir les registres de la terre de famille, pour cerner le foncier concerné. Comment administrer cette occupation par le potentiel bénéficiaire? Le bénéficiaire doit pouvoir disposer d'un projet. C'est une occupation avec un projet précis. Bon nombre de familles, en tous les cas c'est la mienne, c'est le cas pour la mienne, sont déjà constituées en association, du type loi 1901. Alors, critère pour le bénéficiaire qui voudrait occuper la terre de ses ancêtres, ce serait aussi d'être à jour de ses cotisations auprès de l'association et de présenter son projet à l'association. Dans notre association familiale, nous sommes aussi constitués, nous fonctionnons avec des commissions. Il y a une commission technique qui est le premier filtre pour recevoir les projets des bénéficiaires. Cette commission-là, avec la technicité des responsables et des membres de cette commission, regarde le projet au regard de la réglementation, PGA, PPR et autres réglementations par rapport au projet lui-même du bénéficiaire. Ce serait le premier filtre pour les associations qui fonctionneraient en commission. Après le passage en commission, la commission technique présente le projet au conseil de famille. Parallèle avec les associations qui sont déjà constituées, les familles qui sont déjà structurées en association, ce serait le bureau de l'association. Alors intéressons-nous à regarder ce que c'est que ce conseil de famille. Regardons sa composition, son rôle, sa déontologie et ses valeurs. La composition donc du conseil de famille. Là, puisqu'on est dans un opufeti, dans une grande souche familiale, eh bien, il convient pour le conseil de famille d'avoir un représentant par souche. Si le opufeti est constitué de 11 souches, ce serait 11 représentants. Pour, après un fonctionnement aisé, on mettrait un suppléant ou un adjoint. Donc un grand conseil de famille de 22 membres. Les qualités. Les qualités pour être un membre du conseil de famille. Et le rôle. Le rôle du conseil de famille. Le rôle de ce conseil est de maintenir la paix, l'amour, la fraternité, la solidarité, faire vivre la famille autour de la terre. Vous voyez qu'on est bien loin des notions de partage, de morcellement avec soult. Le conseil de famille doit trouver un compromis consensuel, dicté par des valeurs du cœur. Par exemple, un féti qui serait moins béni au regard d'autres pourrait s'installer sur la terre. Le choix donc se fait par des valeurs de cœur, des personnes qui seraient empreintes de sagesse, de douceur d'esprit, prêtes à discuter, à être disponibles,
des qualités, vraiment des qualités humaines. La déontologie et les valeurs des membres du conseil de famille doivent toujours privilégier l'esprit communautaire avec des valeurs qui viennent du cœur, favoriser la réconciliation des familles déchirées pour être un modèle de compassion, de tolérance. Les biens ancestraux ne sont plus partagés ou morcelés. Pour la sécurité au regard du projet du bénéficiaire, ou voire la famille aussi peut porter elle-même un propre projet, on peut concevoir qu'il y ait des clôtures. Maintenant, pour permettre cette gestion communautaire qui n'est pas une huluberlue, puisque nous le pratiquons dans notre famille et dans d'autres familles aussi, nous accompagnons. Il y a une famille qui est bien avancée, elle est du côté de Punui. Pour permettre cette gestion communautaire des biens familiaux, il faut pouvoir aussi s'intéresser à la strate supérieure de notre organisation sociétale. Donc faire la promotion d'une réforme de notre organisation sociétale. Je l'annonçais en introduction de mon intervention, je poserai des actes. Alors, notre statut d'autonomie interne est-il assez efficient pour permettre cette promotion d'une gestion communautaire de nos biens ancestraux? Dans Whenua-Ora, qui veut dire terre vivante, Whenua-Ora, nous avons fait notre analyse. Ce modèle statutaire a atteint ses limites. J'illustre. Contexte sanitaire. Nous avons fait la démonstration. 2020, confinement de plus d'1 mois, avec interdiction d'accéder à nos gardes-manger. Lagon, vallée. Les familles s'organisent, s'échangent des produits du secteur primaire. Premier enseignement de ce confinement, l'importance de nos terres pour vivre et l'importance de développer le secteur primaire. 2021, le virus mute, ravage, plus de 600 décès, toutes les familles sont touchées. Constat, échec des politiques de consommation, d'hygiène alimentaire, de santé des filières de formation sanitaire. Réaction solidaire des familles et des communautés spirituelles, production massive et distribution gratuite de l'Autedi à boire ou en cure pour fortifier nos corps. Enseignement que nous vivons, rééducation collective de nos habitudes alimentaires, développement de notre pharmacopée endogène, soutien local des formations professionnelles de soignants et solidarité. Oui, le modèle statutaire d'autonomie a trouvé ses limites. À Whenua-Ora, nous disons même que cela fait 180 ans que les familles polynésiennes au Pufeti sont confinées. Où sommes-nous représentés dans nos institutions, nous les familles? Comment penser à une gestion communautaire de nos biens si nous ne sommes même pas représentés dans les institutions de notre pays? Les terres polynésiennes sont relèvent en grande masse du domaine de la sphère privée, 70%, et à 30% de la sphère du domaine public. Et là, je dis SIC. 70%. Voici notre force, nous, familles souches terriennes. Et ne voyons pas le volume des masses successorales comme des problèmes, mais comme des forces à organiser. La non-liquidation de nos successions, autrement dit, notre maintien à être co-indivisaire, a permis de conserver nos terres. Certes, des études juridiques de professeurs analysent que l'implantation du Code civil a permis une émancipation sociale, économique de l'individu par rapport au groupe familial. Aujourd'hui, après 5-6 générations du Tupuna, le morcellement n'est plus possible. À nouveau, je repose la question, où sommes-nous dans nos institutions?
Est-ce que nous avons été consultés pour la réforme de 2019? Est-ce que nous avons été consultés pour la loi de pays sur le titrement des terres à Arimatara et à Rurutu? Nous n'avons pas de représentativité au sein du CESEC, l'institution de la société civile, la 4e institution de la Polynésie, qui textuellement est composée de 48 conseillers issus de la société civile, des représentants de groupes professionnels, d'organismes, d'associations, qui participent à la vie économique, sociale et culturelle de la Polynésie. Si les groupes professionnels, les organismes en tout genre sont bien représentés, les Upufeti semblent avoir été oubliés. Pourtant, nous sommes le fondement de la société polynésienne. Les familles souches terriennes, Upufeti Fatufenoa, sont la base de l'organisation sociétale. Elles détiennent en grande majorité le foncier de la Polynésie sur lequel l'économie de la Polynésie se développe. Le modèle statutaire de la Polynésie a atteint ses limites. Il ne permet pas la promotion de la gestion communautaire des biens ancestraux. Pourquoi? Car la gouvernance de la Polynésie a dévié vers un professionnalisme des politiques. Et je voudrais rappeler le texte de l'annexion de 1880 signé par Poumaré V, et on y retrouve aussi la signature des chefs de famille. Moi, j'y ai retrouvé la signature de mon Tupuna. Je lis, nous demandant à ce grand pays de continuer à gouverner notre peuple en tenant compte des lois et coutumes tahitiennes. Nous demandons aussi à faire juger toutes les petites affaires de nos conseils de district afin d'éviter pour les habitants des déplacements et des frais très onéreux. Nous désirons enfin que l'on continue à laisser toutes les affaires relatives aux terres entre les mains des tribunaux indigènes. Aujourd'hui, tenir compte de nos coutumes, de nos lois, éviter des frais très onéreux, continuer à laisser nos affaires de terre dans nos mains, nous n'y sommes pas. La grande vérité à rétablir, eh bien, nous, famille polynésienne et nos terres, nous sommes dans le Pacifique et nous avons un rapport autre spécifique à la terre. Nous ne sommes pas dans l'Europe. Alors voilà, Whenua pose ces deux actes, la gestion communautaire de biens ancestraux. Cela fonctionne à Rapa, cela fonctionne à Rarotoa, cela fonctionne en Nouvelle-Zélande, à Aotearoa, parce que ce sont des communautés polynésiennes. Nous ne regarderons pas au titre de Whenua la Calédonie, le Vanuatu, les Samoa, ce sont des communautés mélanésiennes. Alors pourquoi vraiment la refonte de notre modèle institutionnel? Eh bien, je prendrai comme parallèle biblique Jésus qui rentre à Jérusalem. Avant de son entrée dans cette ville de Jérusalem, il dit aux disciples: allez et vous trouverez une ânesse et un ânon. L'ânon, notamment, il n'a pas été monté. Détachez-le et amenez-le-moi. Et si les villageois vous le demandent, mais pourquoi vous faites cela? Répondez aux villageois, le Seigneur en a besoin. Marc 11, versets 1 à 3. Alors oui, nous avons besoin d'une promotion de la gestion collective de nos biens ancestraux et nous avons besoin de nous réinventer, de revoir notre système organisationnel. Donc je conclurai, après avoir énoncé cette grande vérité que nous sommes établis dans le Pacifique et non pas en France, je conclurai qu'il nous faut nous réinventer. Et se réinventer, c'est un réel processus, aussi bien individuel que collectif, car il faut pouvoir abandonner ses propres intérêts. Et cela passe par l'acceptation de ce qui a été, de ce qui est. Ça passe par le pardon, l'amour. Alors, est-ce que c'est hors sujet? Est-ce que c'est mauvais de parler d'amour, de pardon?
Au sein de Whenua-Ora, entité qui regroupe près de 50 opufeti, souches terriennes, dont la traduction est vraiment terre vivante, nous ne le pensons pas. Au contraire, ces étapes de pardon, d'amour, nous invitent à faire ressortir chez tout un chacun, chez nous, nos meilleurs anges pour nous réinventer. Car la promotion de la gestion collective de nos biens ancestraux est la quête du discernement des coquilles du système actuel. La légende de Taaroa ou le mythe de la caverne de Platon nous enseigne d'évoluer au-delà des carapaces, des ombres pour vivre. Maita Taaroara e pa oia hoi apu hoi totemo mea toa nei. De même que Taaroa avait des carapaces, tout est coquille, tout a une coquille. Maruru parorame yaurana te aropa